Ce soir, le député fédéral de Winnipeg, Centre-Sud, Jim Carr, est décédé après un long combat contre le cancer. Quel rôle pour le Canada en Haïti? On fait le point avec l'ambassadeur Bob Ray, envoyé spécial, qui est de retour au pays. Les modernisations de la loi sur les langues officielles. La ministre Petitpas-Taylor ouvre la porte à des amendements à C13. On en discute avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. D'abord, une triste nouvelle. On a appris aujourd'hui le décès de l'ancien ministre libéral Jim Carr du Manitoba. Jim Carr avait été élu à la Chambre des communes en 2015. Il a été, entre autres, ministre des Ressources naturelles. M. Carr est mort d'un cancer du sang. Il était âgé de 71 ans. Une minute de silence a été observée à la Chambre des communes cet après-midi. Les travaux au Parlement ont été suspendus pour le reste de la journée. On savait que ça s'en venait peut-être, mais c'est quand même extrêmement difficile pour nous tous qui l'aimions. C'était un homme avec énormément de passion pour le pays, mais aussi avec une capacité de réflexion profonde sur les défis auxquels on fait face et comment on doit les résoudre ensemble. Et pour réagir à ce décès, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Bernard Généreux. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Et pour le NPD, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bon, visiblement, Jim Carr était un politicien qui était très apprécié à la Chambre des communes. Greg Fergus, je commence avec vous. C'est un collègue libéral. Qu'est-ce que vous retenez de Jim Carr? Qu'il était beaucoup plus qu'un politicien. Peut-être que je ne devrais pas raconter cette histoire-là parce que je dévoile un peu les secrets de caucus, mais je me souviens une fois, en 2018, tout le monde était sur les qui-vive. Et M. Carr a dit que, tu sais, la vie, c'est beaucoup plus que juste une chose. C'est la vie, c'est pas la politique. La vie, c'est aussi la culture. La vie, c'est les familles. Et je ne sais pas si vous le savez, Esther, mais Jim était un musicien de renom. Mm-hmm. Et puis, il a amené son oboe au caucus pour calmer les esprits. Mm. Et pendant 5 minutes, il jouait une pièce, j'oublie, de compositeur, mais c'était quelque chose de spécial. Et ça nous a donné une chance d'apprécier toutes les autres choses qui vont avec la politique. Nous ne sommes pas juste des politiciens ou politiciennes, nous sommes des êtres humains et on amène avec nous toutes nos expériences. Et Jim, il a vécu ça. Il a partagé ça avec les gens de sa circonscription et surtout avec ce Parlement, avec le peuple du Canada. Mm-hmm. Et je suis une meilleure personne pour l'avoir connu. Oui. Bernard Généreux, bon, Jim Carr, c'était pour vous un adversaire politique, mais qui, semble-t-il, savait se faire des amis de l'autre côté de la Chambre. Qu'est-ce que vous en retenez? Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu beaucoup, mais je l'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière ici, dans le foyer de la Chambre des communes. Donc, il a véritablement fait son travail jusqu'à la dernière minute. C'est quelque chose de remarquable. Mais vous savez, Mme Bégin, la Chambre des communes, c'est comme une grande famille. Alors, inévitablement, quand une personne a un accident ou décède, évidemment, ça nous touche tous. Parce que, comme Greg le dit, on n'est pas juste des politiciens. Parce que, évidemment, des fois, les gens nous prennent pour des frigidaires, qu'on est froid, puis on n'est pas accessible. Bien au contraire, on est de façon générale, là, dans chacun de nos comtés respectifs, des gens qui sont près de la population ou qui font tous pour être près de la population. Et je pense que M. Carr l'a démontré pendant toute sa carrière. Oui. Jean-Denis Garon du Bloc québécois, parce que M. Carr avait, semble-t-il, étudié à l'Université McGill, parlait français. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Bien, vous me permettrez d'abord d'offrir mes condoléances à ses proches, à sa famille. Et vous savez, Mme Bégin, moi, je suis très nouveau ici sur la colline parlementaire. M. Carr, ça a été
un des premiers présidents de comité dans un comité où j'ai remplacé. Donc, je l'ai rencontré très rapidement après être arrivé ici. Par la suite, sur son projet de loi privé, c'est moi qui avais donné la réponse du Bloc québécois en première lecture. Et donc, ça m'avait donné l'occasion assez rapidement d'avoir quelques conversations avec lui. Alors, d'abord, vous avez raison, il parlait bien français, mais il faisait aussi l'effort pour le parler. Et ça, moi, je l'ai apprécié tout de suite. Et ce que je vous dirais, c'est qu'on sentait avec M. Carr cette espèce de bienveillance, cette espèce de non-partisanerie. On se sentait rapidement à l'aise avec lui. Puis quand on est un nouveau parlementaire, qu'on rencontre un parlementaire aguerri comme lui, qui se comporte comme ça, c'est très réconfortant. Ma seule frustration, c'est de ne pas avoir eu la chance de le connaître davantage. Peter Julian, vous siégez aux communes depuis quand même pas mal d'années. Vous avez eu l'occasion sûrement de connaître Jim Carr. Qu'est-ce que va laisser comme héritage Jim Carr à la politique? Mais le fait qu'il était, à mon avis, vraiment un gentilhomme, il était ami de tout le monde à la Chambre des communes. C'est pas le cas pour la très grande majorité des députés. On connaît peut-être quelques personnes. Lui, il connaissait tout le monde, il était très gentil avec tout le monde. Il était quand même capable de tenir son bout, mais juste pour vous donner un exemple, dans les prochains jours, cette semaine, on va rendre des hommages à Jim Carr et au sein de notre caucus du MPD, il y a plusieurs députés qui voulaient justement parler. Il y a juste un qui peut parler, c'est ça la tradition, mais le fait qu'il était tellement aimé, il y avait plusieurs députés qui disaient « mais là, j'aimerais faire hommage à Jim Carr ». L'autre chose que je trouve triste, c'est que on avait déjà planifié mercredi, parce qu'on savait qu'il était malade, de faire un tour des discours en son honneur mercredi. Et il aurait pu être présent et entendre des hommages à tout son travail et à sa personne. Et malheureusement, à cause de son décès aujourd'hui, sa famille va bien sûr entendre ces hommages, mais lui, il ne les entendra pas. Et c'est dommage. Donc, ça fait le tour de l'héritage, des hommages justement à M. Jim Carr. On voit, vous entendre que ça transcende la partisanerie politique. Évidemment, nos pensées vont à sa famille. Je veux maintenant vous entendre sur le thème qui a vraiment dominé l'agenda politique cette session à Ottawa. C'est l'inflation et le coût de la vie, parce qu'on apprend aujourd'hui que les ménages canadiens sont à bout de souffle, vraiment un taux d'endettement des ménages canadiens qui atteint des records. Alors, je vous demanderais à tour de rôle, parce qu'on approche le temps des fêtes, là, ça va être dans moins de 2 semaines, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? À quel point c'est un problème pour vos électeurs à l'arrivée justement du temps des fêtes? Greg Fergus, des Libéraux, vous êtes, vous, député de Hull-Aylmer, tout près d'ici, c'est dans la région de l'Outaouais. Qu'est-ce que vous constatez chez vos électeurs? Écoutez, que c'est sérieux ce problème-là, la montée des prix, soit à l'épicerie ou soit dans le logement. Pour nous autres, en Hull-Aylmer, pour mes concitoyens, je pense que le dossier le numéro 1, c'est le coût des loyers puis le coût d'achat de leur première propriété. Ça, c'est quelque chose qui est très sérieux parce que le marché était très, très, très fort depuis plusieurs années. Alors, c'est important de venir en aide aux gens. Et je pense qu'il y a une façon qu'on peut cibler notre engagement. Je suis très content, même soulagé, que le Parlement avait adopté plutôt des projets de loi qui vont venir en aide aux gens avec l'aide pour aider les gens qui sont d'un revenu modique pour avoir de l'aide avec leur loyer, mais aussi avec le retour, les retours qu'on va recevoir sur la TPS. Ça, c'est très important, non seulement juste une fois, mais d'ici pour au moins 6 prochains mois. Ça, c'est de l'aide qui est vraiment ciblée, qui peut venir à l'aide des gens de Hull-Aylmer. Bernard Généreux, vous êtes, vous, député de la région de Rivière-du-Loup, c'est dans l'est du Québec. Est-ce que vous entendez beaucoup parler des impacts de l'inflation sur le terrain de la part de vos électeurs? Absolument, absolument. Et
l'utilisation, par exemple, des banques alimentaires au Canada, mais dans notre région aussi. D'ailleurs, j'ai rencontré la semaine dernière les gens de Moisson-Kamouraska, qui est une banque alimentaire régionale chez nous qui sert 5 MRC. La demande a doublé depuis 1 an. C'est aussi simple que ça. Et c'est des gens, pour maintenant, des gens qui travaillent, les 2 parents travaillent pour nourrir la famille, ils ont besoin d'aller dans ces banques alimentaires. Et vous savez, la raison pour laquelle on se trouve dans cette situation-là actuellement, c'est que sur les 500 milliards dépensés par ce gouvernement-là depuis 2 ans et demi, il y en a 200 qui ont été dépensés qui n'étaient pas besoin d'être dépensés. Donc, ça a eu un impact important. La hausse des taux d'intérêt en contrepartie par la Banque du Canada vient aussi aggraver le problème. Donc, c'est comme la tempête parfaite qu'on vit actuellement. Ouais. Et des gens appellent à nos bureaux pour essayer de trouver de l'aide de toutes sortes de façons. Je comprends les programmes qui ont été mis par le gouvernement, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est de baisser les taxes. En fait, éviter d'augmenter les taxes, c'est la première chose. On sait que la taxe sur le carbone va tripler dans les prochaines années. Donc, inévitablement, il y a un problème là. Puis en plus, là, on est dans l'hiver, bien sûr, l'hiver vient d'arriver. Et là, bien, le coût de chauffage augmente de façon exponentielle. Donc, c'est vraiment pas je te dis, c'est la tempête parfaite qu'on vit actuellement, et en grande partie à cause des libéraux. Jean-Denis Garon, vous êtes député, vous, de Mirabel, dans le nord de Montréal. Qu'est-ce que vos électeurs vous disent par rapport à la hausse du coût de la vie? Bien, ils nous disent ce qu'on observe dans les chiffres, dans les statistiques, Mme Bégin, c'est que ça coûte cher, que la vie coûte de plus en plus cher. Et vous savez, moi, comme c'est le cas de M. Généreux, moi, dans ma circonscription, on le voit bien qu'il y a davantage de demandes pour les banques alimentaires. J'en profite pour saluer aussi tous les organismes là, qui aident nos familles. C'est Mme Bégin, le coût du logement, moi, on m'en parle toujours. Parce que quand on dépense 30, 35, 40, 50 de son revenu au loyer, que ce revenu et que le coût du loyer augmente en flèche, ça vient cannibaliser le budget et ça vient cannibaliser le budget qu'on va dédier à l'épicerie, à l'école pour les enfants, aux fournitures scolaires. C'est la première chose. Alors, c'est important qu'il y ait du logement collectif, des logements sociaux. Ça passe par des transferts à Québec. La deuxième chose, Mme Bégin, il ne faut pas l'oublier, moi, j'ai un tissu industriel important. Je pense à mes entreprises d'industrie moyenne, légère, sur Curé-Labelle, à Saint-Janvier, sur la rue Charles, des gens qui ont des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement. C'est des gens qui donnent des emplois, qui créent de la valeur. C'est des gens qui sont bien implantés dans le milieu. Et ces gens-là ont de la difficulté à avoir leurs matières premières, à avoir leurs intrants. Et ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous promet des mesures de la part du gouvernement. Ça, c'est fédéral. Ils ne le font pas, Mme Bégin. On pourrait, par exemple, permettre aux ports maritimes du Québec de se coordonner dans des appels d'offres plutôt que de se faire concurrence entre eux. On écoute difficilement ces gens-là. Il y a plein de mesures qui pourraient être prises, qui ne sont pas prises. Et ça vient affecter jusque dans le tissu industriel et commercial à Mirabel. Bon. Peter Julian du NPD, je vais terminer avec vous. Vous êtes député de Burnaby, dans la région de Vancouver, dans l'Ouest canadien. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport à la hausse du coût de la vie? Mais c'est sûr que pour les banques alimentaires, on voit les files de temps qui sont de plus en plus longues. Mon épouse et moi, on sème, puis on fait le récolte des légumes, puis on fait les contributions. Cette année, c'était 2 tonnes de légumes qu'on donne aux banques alimentaires locales. Puis on voit les lignes sont de plus en plus longues. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'NPD a poussé dans ces sessions parlementaires pour les soins dentaires, pour l'aide aux locataires et aussi pour que le TPS, le remboursement du TPS soit doublé. Puis on a réussi d'obtenir chacune de ces choses-là dans un gouvernement de parlement minoritaire. Mais il faut dire, on n'a ni les conservateurs ni les libéraux qui veulent prendre de l'action contre la cupidité des chefs d'entreprise. Puis on a vu pour les hausses des prix d'épicerie que Loblaws et les autres chaînes d'alimentaire, ils font des profits énormes, ils font des bonis auprès de leurs chefs d'entreprise et là, ils profitent de la situation énormément. Et qu'est-ce que ça prend? C'est un gouvernement, Jagmeet Singh a dit très clairement, un gouvernement qui va prendre l'action contre ces chefs d'entreprise et les obliger d'être juste avec la population puis avec les consommateurs et consommatrices. Greg Fergus, Bernard Généreux, Jean-Denis Garon, Peter Julian. Merci et joyeuses fêtes à vous aussi. Merci, au revoir. Joyeuses fêtes. Au revoir. On revient maintenant sur la grave crise humanitaire qui secoue Haïti. La diaspora au Canada est très inquiète, alors que des gangs armés bloquent l'accès au carburant dans le pays et aux produits de première nécessité, ce qui entraîne des manques d'eau et d'électricité. Tout ça s'ajoute à une épidémie de choléra. Alors, j'en discute avec l'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Rae, qui était justement en Haïti la semaine dernière pour tenter de dénouer l'impasse. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur.
Bonsoir, Esther. Vous revenez donc d'Haïti. Pendant 3 jours, vous avez eu des entretiens avec des politiciens là-bas, des groupes locaux et des représentants des Nations unies. Je vous demanderai d'abord, décrivez-nous la situation sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place? Quels sont les besoins les plus criants? Je crois que vous avez bien décrit. C'est une situation très, très difficile pour la population. Pour ma part, j'ai concentré sur 2 choses dans la discussion. D'abord, la question de la sécurité et de l'insécurité de la population. Les criminels ils ont contrôle d'une majorité du pays et c'est très, très difficile pour la population. Et le deuxième point, c'était surtout d'insister sur l'importance d'un agrément politique pour que les gens puissent accepter une transition à une élection. On a un gouvernement qui n'a pas été élu par la population à cause de l'assassinat du président Juvenal. Et aussi, en même temps, on voit le problème de comment est-ce qu'on pourrait avoir une élection qui serait libre, ouverte, sans avoir franchement la présence d'un certain degré de sécurité qui maintenant n'existe pas. Le gouvernement haïtien, on le sait, a demandé à la communauté internationale de déployer une force spécialisée armée pour repousser les gangs armés. Les États-Unis mettent de la pression sur le Canada pour qu'il prenne la tête de cette force. Le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada pourrait faire partie d'une intervention, mais seulement s'il y a un consensus en Haïti à ce sujet. Est-ce que le moment est venu, selon vous, pour ce genre d'opération? Je crois qu'il faut regarder la situation un peu différemment. C'est-à-dire que le Canada a toujours été très consistant depuis des années de donner plus de capacité à la police civile de Haïti pour faire face à un problème de criminalité qui existe, mais il faut augmenter encore la capacité. Il faut leur donner l'équipement nécessaire. Il faut continuer de leur donner la formation, ce que le Canada a fait depuis longtemps, et avec l'assistance du Canada et d'autres pays. Et on est en train de discuter exactement comment ça peut se faire. Mais il ne faut pas penser ou avoir l'image dans la tête que c'est une espèce d'envahissant de beaucoup de grandes armées qui viendra d'ailleurs. Non, la solution doit rester dans les mains des Haïtiens. C'est les Haïtiens et les institutions haïtiennes qui doivent résoudre ce problème. Ouais, parce on que va les assister, on va leur assister, mais on peut pas substituer une force canadienne pour la nécessité d'avoir une présence et un leadership haïtien. C'est les Haïtiens qui vont faire le leadership. C'est ça qui est essentiel. Oui. Je veux vous entendre de temps fil sur les sanctions. Le Canada a imposé de nouvelles sanctions la semaine dernière à des membres de l'élite haïtienne qu'on accuse de favoriser les activités des gangs de rue. Les nouvelles sanctions prévoient notamment le gel des avoirs canadiens détenus par 3 des personnes les plus riches du pays. Est-ce que ces sanctions-là vont être efficaces selon vous? Ça a déjà eu un impact. Et j'ai pas rencontré une personne dans la période où j'étais là, qui était contre ce que nous avons fait. Il y avait un consensus qui existe déjà en faveur des activités contre les criminels. Et maintenant, l'essentiel, on va le faire dans le domaine international, mais dans le domaine domestique, les autorités haïtiennes doivent montrer la même vigueur face à la corruption. Et ça reste leur responsabilité. On ne peut pas nous mettre dans leur place. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur assister, d'engager avec le problème qui existe. Pensez-vous qu'il y a d'autres pays qui pourraient emboîter le pas au Canada et annoncer également des sanctions? Oh oui, c'est toujours possible et c'est pourquoi ces sanctions viennent non pas seulement du Canada, mais ils ont été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, ça continue. Mais il faut qu'on soit conscient, comme j'ai dit avant, c'est que c'est essentiel que l'effort vienne des autorités haïtiennes, des institutions haïtiennes.
Et pour qu'ils puissent faire leur travail, le Canada peut aider, mais c'est là que ça doit commencer. Et on va continuer avec les sanctions, ça a un impact positif. Et on va continuer, mais il faut regarder la situation effectivement comme il est. Ouais. On doit apprendre quelque chose des interventions du passé qui n'ont pas eu l'impact durable qu'on voudrait avoir et que nous devons chercher des solutions qui seront bien durables, basées sur les principes de la démocratie, de l'ordre public, mais aussi sur un respect pour les droits internationaux et les droits humains. Et c'est ça où nous commençons. Situation, évidemment, qu'on va continuer de suivre de près en Haïti. Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la première fois depuis le dépôt de son projet de loi C-13 sur la réforme de la loi sur les langues officielles, la ministre Ginette Petitpas-Taylor se dit ouverte à y apporter des changements. Jusqu'à maintenant, la ministre avait toujours refusé de se prononcer sur de possibles amendements à sa réforme. C'est du moins ce qu'elle a dévoilé après son témoignage au comité sur les langues officielles la semaine dernière. Elle était en compagnie du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez. Alors, je vais en discuter avec notre panel d'Est en Ouest, Tom Urbaniak, Nathalie Desrosiers et Frédéric Boily. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Tom, le commissaire aux langues officielles, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et le gouvernement du Québec demandent des changements à cette loi. Est-ce qu'on doit y apporter des amendements, justement, ou, selon vous, c'est plutôt le temps d'en finir parce que ça fait quand même longtemps qu'on attend cette réforme? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que maintenant, il y a une occasion de fortifier la loi. Les partis qui participent au sein du comité sur les langues officielles sont d'accord pour un certain rythme et si l'échéance se maintient, le projet de loi sera devant la Chambre des communes le mi-février, peut-être le début mars. Alors, on a des occasions et il y a des recommandations très, très constructives qui ont présenté, par exemple, le commissaire aux langues officielles, la FCFA. Par exemple, la gouvernance de la loi sur les langues officielles, donner plus de pouvoirs au Conseil de Trésor. Les clauses dans la loi pour faire en sorte que les ententes de financement fédéral, provincial auront des clauses contraignantes à propos des services en langue française. On peut faire ces amendements-là et dans notre système, c'est très, très facile pour un gouvernement lui-même de présenter des amendements et de faire passer ces amendements-là par la Chambre des communes. Donc, ça vaudrait la peine, comme vous dites. Frédéric, pendant sa comparution devant ce comité sur les langues officielles, la ministre Petitpas-Taylor a essuyé quand même des critiques du député Mario Beaulieu du Bloc québécois. M. Beaulieu lui a demandé de lui nommer une seule demande d'amendement du gouvernement Legault qui serait donc acceptée dans ce projet de loi C-13. Est-ce que le Québec a été assez pris en considération dans son projet de loi, vous pensez? Bon, d'abord, en ce qui concerne la réponse de Mme Petitpas-Taylor ou la non-réponse de Mme Petitpas-Taylor, elle peut se comprendre parce que je pense qu'il y a un choc ici d'approche entre ce que veulent faire les libéraux et ce que demande le Bloc québécois. Il faut bien se souvenir que lorsque le projet de loi a été présenté en mars 2022, déjà Yves-François Blanchet disait que la loi sur les langues officielles ne devrait même pas s'appliquer au Québec et que c'est le Québec qui devra avoir tous les pouvoirs en cette matière. Donc, à quel point on peut arriver à trouver des points ou des dimensions où on peut s'entendre entre ce que demande le Québec et ce que veut faire le gouvernement libéral? J'ai des gros doutes sur à savoir qu'on puisse trouver des endroits où il pourrait y avoir des amendements. Donc, pour répondre à votre question, à savoir si le Québec a été traité adéquatement dans tout ça, ben ça dépend de l'optique qu'on préconise. Si c'est pour protéger le français à l'extérieur du Québec, ben on pourrait dire que ça, c'est l'objectif premier du gouvernement libéral et donc on va assez loin. Mais aller du côté des demandes du Québec,
et de faire en sorte que la loi 101 soit plus importante, je n'ai pas l'impression que ça, on va pouvoir arriver à trouver un terrain d'entente Oui, ici. c'est pas évident, effectivement. Nathalie, une des demandes qui revient souvent, notamment par la FCFA, mais aussi par le Parti conservateur ici à Ottawa, c'est de faire du Conseil du Trésor l'unique agence responsable de la mise en œuvre de cette loi. En ce moment, la mise en application est partagée avec Patrimoine Canada. Est-ce que ça doit se retrouver dans la loi, ce changement, vous pensez? C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que le Parti conservateur et pourquoi la Fédération des communautés francophones et acadiennes veulent cet amendement-là. La Fédération, depuis le début, a toujours dit qu'elle veut un seul interlocuteur, mais ce qui est important, elle veut une seule agence et avec autorité d'exiger des résultats. Là, c'est pas juste l'idée d'avoir seulement un groupe de fonctionnaires qui s'en occupent, mais aussi qu'il y ait l'autorité d'exiger des résultats. Pour le Parti conservateur, c'est un petit peu moins clair exactement pourquoi. Je pense qu'en général, ce ne sont pas des grands supporters là, du ministère du Patrimoine canadien, surtout dans la façon dont il s'objecte au mandat de Radio-Canada, au CBC et tout ça. On apprenait la semaine dernière que près de la moitié des enquêtes du commissariat aux langues officielles n'ont rien donné l'an dernier parce que des institutions fédérales n'ont pas jugé bon effectuer des changements. Frédéric, est-ce que ça prouve qu'il y a justement un problème avec les pouvoirs du commissaire? Oui, à mon avis, même si la réponse du commissaire a été très diplomatique, laissant entendre que peut-être que c'est une année exceptionnelle parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes, notamment considérant la nomination de la gouverneure générale, mais il en demeure pas moins que c'était un problème qui était soulevé auparavant et que précisément dans le projet de loi de modernisation de la loi sur les langues officielles, il y a justement des accords de conformité qui sont prévus et qui accorderaient au commissaire un peu plus de pouvoir. Pas autant que certains l'auraient voulu, mais il y a quand même des sanctions administratives ou des sanctions pécuniaires pour certains qui sont prévus. Et donc, il y aurait quand même un peu plus de mordant pour le commissaire et donc d'avoir un peu plus de pouvoir. Oui. Tom, est-ce que vous pensez que ce que le gouvernement fédéral propose justement de faire pour renforcer les pouvoirs du commissaire, ça va permettre d'inverser la tendance? Jusqu'à un certain point, et je note que le commissaire, M. Théberge, lui-même a dit que les nouvelles pouvoirs qui se trouvent dans le projet de loi C13 aideront son bureau et ses successeurs à faire suite à des recommandations. C'est vrai qu'il y a une baisse très, très importante il y avait 80% des recommandations qui ont eu une suite en 2018-2019. Voilà, l'année dernière, c'était seulement 57%. Je vais terminer avec le français et la fonction publique. L'utilisation du français au travail est en baisse au sein de la fonction publique fédérale, alors que l'anglais progresse. Selon des données de Statistique Canada, l'usage principal du français au travail chute de 2%, a chuté de 2% en 5 ans, tandis que près de 82% des travailleurs utilisent d'abord l'anglais, et ça, c'est une hausse. Bon, il y a un porte-parole syndical qui a réagi en disant que la première langue de la fonction publique, c'est l'anglais, que la deuxième langue de la fonction publique, c'est le bilinguisme, et que la troisième langue, finalement, c'est le français. Nathalie, est-ce que vous partagez ce constat-là? Bien, au Canada, il y a deux principes dans la promotion des droits linguistiques. Il y a la promotion du bilinguisme. On veut que plus de personnes soient bilingues parce que si on est une langue minoritaire, on a besoin que des gens de la majorité la comprennent. Alors ça, c'est un principe. Et l'autre principe, c'est le principe de l'égalité entre les deux langues, entre le français et l'anglais. L'égalité non seulement de statut, mais l'égalité d'usage. Alors, on a un peu de progression sur le bilinguisme, l'accroissement du bilinguisme, mais souvent on a peur que ce soit seulement les francophones qui soient en train de devenir de plus en plus bilingues. Et on a une perte là, au niveau du succès de notre deuxième principe qui serait l'égalité d'usage ou l'égalité de statut. Oui, parce que l'utilisation du français est en baisse. Alors, Tom Urbaniak, Nathalie Desrosiers et Frédéric Boily, merci beaucoup. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous, Esther. Joyeuses fêtes.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.